En regardant de près comment chacun d'entre nous se construit dans la société, on ne peut pas passer à côté du rôle crucial des arts et de la culture. C'est comme une sorte de superpuissance qui nous permet de nous exprimer, nous représenter et construire ensemble notre identité. La culture, c'est bien plus que des chansons et des films. C'est un outil puissant qui façonne nos sociétés. Aujourd'hui, on explore le rôle des arts et de la culture dans la construction de l'identité individuelle et collective. Bienvenue à Question de culture. Conteuse et porteuse de tradition, Arline Thibault sait mieux que quiconque comment se transforme l'identité au contact de la culture, mais également comment la culture est changeante, modelée au gré des mouvements sociaux, des tendances et des évolutions. Rencontre avec une tricoteuse de contes qui, par le fil du passé, transmet une partie de notre histoire qui a façonné notre identité individuelle et collective. Moi, je suis la fille du laitier. Je pourrais être la demi-sœur de la moitié de la salle ici présente. Ce soir, je vous parle d'un métier de chez nous qui est en train de disparaître pour rentrer dans le folklore. Moi, je vois que le conte est de plus en plus important. Le rôle que j'ai comme conteuse est de plus en plus essentiel, puis on me le dit. Puis on me le dit à différentes générations. Les aînés vont me dire ce que tu racontes, c'est important que ça soit dit parce qu'on s'en va, nous autres. On sera plus là pour le dire, puis il faut que ça reste. C'est des valeurs, c'est des forces qu'on veut transmettre. C'est une vision du monde qui est de notre histoire de génération en génération qui va donner des outils à la suite. Ça, les aînés me le disent. Les contes, ils permettent de partager ça. Les ados me disent autre chose. Mais ils me disent, mais on connaît pas ça. Mais c'est vrai, ma grand-mère a déjà dit ça. Puis là, tout à coup, ils ont envie d'aller poser des questions. Alors, à partir du moment où moi, je suscite des questions puis je suscite des vocations de transmission, ma job est faite en tabarouette, là. Puis les jeunes, en ce moment, ils sont d'une très grande ouverture et d'une très grande curiosité parce qu'ils n'ont pas les stéréotypes et les préjugés qu'il y a eu qui rendaient le traditionnel quétaine. Là, ben, je le présente, je dis, bon, ben, ce que je fais, ça ressemble à du slam. Je suis comme une humoriste sur scène, mais ce que je partage, c'est du rêve, que ce que je partage, c'est des histoires, puis je veux amener à faire réfléchir. Puis ça, ben, ils sont vraiment intrigués de ça. Ils sont ouverts à ça, puis ils ont soif de ça aussi. Ils ont soif d'outils pour réfléchir, pour philosopher. Puis je dirais qu'on traverse une époque où on a besoin d'outils pour réfléchir. On a besoin de force aussi. Puis on a besoin de se rattacher à l'histoire pour que tout ça ait du sens. 450 clients à servir par année. 125 escaliers par jour, aller-retour. Lucien avait développé des mollets de coureur olympique. Mon identité de Québécoise, c'est le plus... j'ai à y penser plus quand je suis pas chez nous. La France, comme public, a changé énormément. Ils sont de plus en plus multiculturels aussi. Quand j'arrive maintenant en région parisienne, je peux avoir un bout du continent ou l'autre. C'est vraiment... c'est très varié. Donc, il y a une espèce de danse avec le public que je rencontre selon la composition culturelle de ce qu'ils sont. Puis j'ai à présenter le Québec de ma génération, mon point de vue sur la culture québécoise aussi, parce qu'on partage toujours notre pointe de tarte de cette riche culture-là qui est la nôtre. Et il y a une vraie fierté culturelle de l'autre côté aussi. Ce qui fait que moi, quand je raconte, j'ai pas peur d'être fière d'être québécoise parce qu'ils n'auront pas peur d'être fiers d'être libanais, d'être fiers d'être congolais, d'être fiers d'être parisiens. Puis c'est dans ce rebond-là que finalement, on touche à un universel. On a tous une tradition duquel on découle. On se parle de ça. Moi, je parle, par exemple, de mon père qui a livré le lait. Bon, j'ai
J'ai une madame italienne, elle se souvient quand elle était petite, du livreur de lait, puis tout à coup, on est à la même place. 10-12 heures par jour, à livrer en grosses bottes. Lucien, qui passait plus de temps derrière son volant que nulle part ailleurs au monde. Pour briser sa solitude, avait commencé de temps en temps à parler à son camion. Je pense que la préservation patrimoniale, là, la préservation culturelle, la langue, le territoire, les contes, les chansons, c'est plus essentiel que jamais. Parce qu'on a beaucoup d'échanges interculturels, là, puis ça va vite, puis on est surpris, puis il faut s'adapter. Donc, plus on connaît notre histoire, plus on connaît ces points de repère-là, puis plus on est capable de tresser des choses neuves. Mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut apporter, bien, on peut se sentir inconfortable dans cette danse-là. Moi, pour faire une image patrimoniale, ce qui s'en vient, c'est une grande ceinture fléchée avec plein de couleurs. Bien, il faut que tu connaisses ton cordon à toi, là, pour envoyer le cordon puis tresser à la bonne place au bon moment. On ne sait pas, là, qu'est-ce qu'on va créer comme nouvelle culture, parce que c'est tout en transformation, c'est fascinant. C'est du jamais vu que la planète soit aussi ouverte. Maintenant, tu sais, comment on n'est pas perdu là-dedans? Comment on peut pas avoir peur là-dedans? On est déstabilisé par la vitesse à laquelle les choses vont. Puis c'est peut-être humain, puis c'est peut-être normal aussi de se sentir déstabilisé comme ça, de part et d'autre. Donc maintenant, comment on se recentre? Comment on s'enracine? C'est quoi les racines? Ça, c'est essentiel que ça soit dans les écoles, ça, ces racines-là, et que les parents, les grands-parents assument leur mission de transmission et que nous autres, les artistes, bien, on rajoute toute la beauté puis tout le sens qu'on peut dans ces racines-là, parce que les artistes, on a les antennes pour sentir ce qui s'en vient sans nécessairement, on n'a pas des pouvoirs divinatoires, mais ça a toujours été que les artistes voient venir les choses, pressentent les choses. Alors, nous, on a cette position-là d'aller donner des indices sur ce qui s'en vient par l'intuitif, par le symbolique. Donc, pour moi, on est vraiment au cœur de retrouver ça rapidement, pour s'aider à construire la suite, je pense, se solidifier, puis avoir confiance. Aujourd'hui, les Premières Nations réaffirment leur culture et leur identité dans un monde en mutation et prennent conscience de l'importance de la transmission des savoirs traditionnels aux jeunes générations. Elle s'est donnée comme mission de mieux faire connaître les enjeux et les réalités des premiers peuples du Québec. Rencontre avec l'auteure de romans jeunesse, Isabelle Picard. Alors, ma culture, elle fait partie de tout ce que je suis. En tant que femme autochtone, évidemment, ça va influencer tout ce que je crée. C'est une source d'inspiration absolument extraordinaire. Souvent, je m'inspire du territoire, là où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune. J'en passe encore beaucoup aujourd'hui. Donc, la culture, c'est dans mon ADN. En fait, moi, je suis née entre deux mondes. Donc, ma mère est québécoise, mon père, il est Wendat. Et j'ai toujours navigué entre ces deux cultures-là. Avec le temps aussi, je me suis promenée dans différentes cultures autochtones, chez différentes nations. Je suis allée au nord, je suis allée à l'est, je suis allée à l'ouest. J'ai connu différentes réalités et je puise à travers tout ça, à travers ce que j'ai observé, à travers ce que les aînés m'ont raconté, à travers des moments de silence aussi. Ça arrive très, très souvent que ma culture Wendat va venir bonifier, va venir enrichir ce que je vais présenter, parce qu'il y a une particularité, il y a une vision du monde dans la culture Wendat qui n'est pas nécessairement connue de l'ensemble des Québécois ou des Canadiens. Et donc, c'est à l'intérieur de ça que je vais venir puiser pour me démarquer, mais aussi peut-être pour essayer de partager des valeurs qui sont
qui devrait être connu, je pense, davantage. Partager une philosophie, partager une vision du monde, partager un regard aussi sur notre monde actuel, notre monde passé. Et peut-être des fois remettre les choses en perspective sur des choses qu'on n'a pas tellement bien connues ou qu'on a mal connues. Des événements un peu plus difficiles, mais qui font aussi partie de notre histoire commune. Donc, je puise à travers tout ça pour ma création littéraire, mes articles, bon, peu importe ce que je fais. La forme de littérature que je privilégie, c'est le roman. Le roman, c'est accessible à tous. On m'a demandé longtemps d'écrire des essais, mais je trouve que les essais, oui, c'est intéressant, mais c'est très niché. Alors que le roman, c'est plus ouvert. On peut aller chercher un peu tout le monde et on crée une rencontre. L'écrivain et le lecteur, c'est ça que je veux créer, c'est une rencontre. Et dans cette rencontre-là, il y a deux univers, finalement, qui se côtoient. Et on crée notre propre réalité comme lecteur. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et pour moi, ça me permet d'aller chercher, donc, beaucoup plus de monde et de les sensibiliser tranquillement, ici et là, à nos réalités contemporaines, à nos réalités passées, à nos différents enjeux, à notre histoire, à notre culture. Mais tout ça dans une histoire qui est très, très digestible, très comestible. Tu sais, c'est très accessible à tout le monde. C'est pas un cours d'histoire que je veux faire, c'est vraiment une rencontre entre deux êtres humains. Je trouve que la jeunesse, c'est un moment extraordinaire dans une vie. Quand on est enfant, on s'ouvre à tout, on est comme des éponges, on gobe, on est curieux, on veut savoir. Quand on m'a proposé, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai eu la chance qu'on me propose de faire une fiction jeunesse. Je suis tout de suite embarquée. J'ai moi-même 2 jeunes garçons. Je vois comment l'art, la culture, la littérature, le cinéma peuvent ouvrir les horizons. Et je me suis dit, bien, effectivement, au niveau jeunesse autochtone, il n'y avait pas grand-chose il y a 3 ans. En fait, je pense qu'il n'y avait rien. Il y avait des albums, mais au niveau des romans, pour les un petit peu plus vieux, là, moi, ça s'adresse aux 10-14 ans, la série Niche, il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis dit, ça va être, je pense, une occasion extraordinaire de faire entrer les jeunes dans le quotidien contemporain des Autochtones. C'est ce que je voulais faire parce qu'à l'école, encore là, dans les cours d'univers social, d'histoire, ce qu'on apprend, c'est au passé. On apprend les Autochtones jusqu'à 1750, puis après ça, on disparaît un peu. On revient un petit peu plus tard au secondaire avec les pensionnats, mais il y a un grand bout où les Autochtones, c'est dans le passé. Et moi, quand j'ai grandi avec ça. C'est comme les Autochtones, c'était dans le passé. Là, maintenant, tu n'es plus vraiment une Autochtone. Mais oui, je suis encore une Autochtone. Donc, j'ai voulu créer ce contact-là avec une réalité, disons, authentique, contemporaine. C'était vraiment important pour moi de le faire. Et je pense qu'avec Niche, c'est ce que j'ai réussi à faire justement en faisant en sorte que les jeunes puissent entrer dans une communauté éloignée. J'aime beaucoup ma communauté de Wendake, mais c'est très accessible et ça ne représente pas l'ensemble des communautés autochtones du Québec. Donc, pour moi, c'est important aussi de faire connaître autre chose. J'avais eu la chance d'aller à Matimécoche, la communauté Innu, où se passe essentiellement Niche. Quand moi, j'ai eu 24 ans, j'ai trouvé ça magnifique, un territoire magnifique, des valeurs extraordinaires, le respect des aînés, la communauté qui se tient. Et je me suis dit, un jour, je vais mettre ça quelque part dans un petit tiroir, puis un jour, je ferai quelque chose avec ça. Et quand on m'a offert de faire un livre jeunesse, c'est cette histoire-là que je voulais raconter. Et les gens me le rendent bien. Les lecteurs, qu'ils soient autochtones ou allochtones, je pense qu'ils sont contents. Ils voient qu'il y a plein de similitudes. Il y a des différences, bien sûr, entre la vie des Autochtones et des allochtones, mais il y a aussi... Un ado, c'est un ado. Un enfant, c'est un enfant, peu importe. Et c'est ça que je voulais démontrer. Il y a plusieurs enfants qui m'ont dit qu'ils l'avaient lu. Encore hier, je donnais une conférence dans un cégep et j'ai demandé aux jeunes, est-ce que vous connaissez Niche, vous l'avez lu? Et il y en avait peut-être 12 quand même sur une 50aine qui l'avaient lu. Donc, j'étais vraiment très contente. Ça arrive très souvent. Par exemple, un soir, je suis chez moi, on est l'hiver, ça cogne à la porte, j'ouvre la porte, c'est un petit garçon d'à peu près 11-12 ans. Et il me dit, Madame Picard, il dit, je suis votre voisin juste là, c'est quelqu'un de Wendake, mais je le connaissais pas. Et il dit, je suis très, très, très content que vous écriviez des livres qui parlent de nous. Enfin, moi, j'aime ça faire du 4 roues, j'aime ça faire de la motoneige, j'aime ça quand ça se passe en territoire. Il y en a pas beaucoup des livres qui parlent
de ça. Et le vôtre, votre série, parle de ça. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Et pour des glaçons comme du verre, effectivement, l'accueil, il est très bon. En fait, semaine dernière, j'étais dans un salon du livre et les gens sont venus à ma rencontre et ils ont dit comment ils avaient été touchés avec le cœur. Ils ont dit qu'ils ont appris avec le cœur, avec l'émotion. Et ça, pour moi, c'est la plus grande récompense parce que quand on apprend avec le cœur, on n'oublie pas. On n'oublie jamais. C'est certain que l'art et la culture peuvent faire évoluer la société. Il y en a partout. Il y en a même là où on s'en rend pas compte. La culture, c'est dans la façon dont on fait les choses, la façon dont on pense. Là, c'est l'ethnologue qui parle. Mais c'est beaucoup plus qu'une exposition. Ça peut être plein de choses. Et quand on est touché par, justement, une forme d'art ou une autre, que ce soit la littérature, que ce soit la peinture, les arts visuels, bon, peu importe, il y a quelque chose qui vient nous chercher en dedans, puis ça change notre regard, je pense, sur la société. Quand il y a ce contact-là, un réel contact, une réelle rencontre qui se fait, je pense qu'effectivement, par petits pas, ça peut changer notre regard, ça ouvre des horizons, ça ouvre des portes. Et les choses sont plus belles. C'est une forme, comme je le disais tout à l'heure, c'est une forme de rencontre qui est simple, qui est accessible, que je trouve absolument extraordinaire. C'est comme si on avait un grand repas puis on invitait les gens. Moi, en tout cas, je le vois comme ça, l'art. Pour de nombreux immigrants, l'art devient un moyen de réfléchir à leur propre identité, de naviguer entre deux mondes. Leur processus créatif peut être marqué par des questions d'appartenance et de reconnaissance. L'art devient ainsi une forme d'expression pour comprendre et affirmer leur place dans un nouveau pays, tout en préservant leur héritage culturel. Nathalie Fontalvo, elle-même issue de l'immigration, nous partage son histoire personnelle et artistique, dévoilant comment ses racines culturelles et son expérience de l'exil influencent ses créations. Par son travail qui oscille entre le théâtre, la danse et les arts visuels, Nathalie illustre la richesse des influences multiculturelles et l'importance de l'art comme moyen d'expression de son identité complexe dans un nouveau pays. Je suis une femme immigrante, latino-américaine et afrodescendante. Je suis ce qu'on appelle une afro-latina. Je pense, oui, que ça me confère un regard particulier sur cette société-ci. Mais évidemment, tout le monde a un regard particulier, non? Moi, le fait d'avoir toutes ces particularités à moi, d'être immigrante allophone, donc le français n'est pas ma langue maternelle, latino-américaine, oui, mais afrodescendante aussi. Donc déjà aussi, je porte en moi la culture afro-colombienne, et pour les meilleurs et pour les pires, et pour tous les côtés positifs, mais tous les côtés aussi plus durs d'être une personne noire. Donc oui, je pense que cette posture, c'est comme si cette posture sociologique, toutes ces intersections, ces entrecroisements, en font un regard relativement unique, surtout ici à Québec aussi. Et si on s'en allait à Montréal, il y aurait probablement plus de personnes comme moi. Et je porte ces regards-là en moi. Donc, mon devoir, c'est d'être consciente des choses qui se passent autour de moi, puis des filtres ou des filtres qui sont là grâce à ma posture particulière des femmes immigrantes latino-américaines afrodescendantes, et de partager ça avec les gens. Ensuite, je pense que de quoi est composé ces regards-là exactement, ça se traduit par mes œuvres, par mon travail, par ce que j'ai fait. Puis ce n'est pas tant en cours de ma vie qu'on va bien pouvoir les cibler. Ça sera probablement à la fin de ma vie ou à un moment donné, il y aura une rétrospective aussi qu'on pourra dire « Ah, les regards de Nathalie Fontalvo étaient composés de toutes ces choses-là ». En ce moment-ci, je pense qu'il s'est traduit par ce que je fais. Puis tranquillement, moi-même, je comprends aussi qu'est-ce que ça veut dire ces regards-là, puis de quoi il est constitué, puis c'est quoi ses particularités. C'est comme quelque chose que je découvre aussi en le faisant. Alors, je peux pas vous dire exactement c'est quoi les regards, mais je suis convaincue qu'il y a un regard, puis qu'il apporte quelque chose de distinct par rapport à d'autres regards dans les milieux artistiques et culturels de Québec. Lance au griffon. 4 jours qu'on est supposé de tourner cette logerie.
4 jours à essayer de ne pas se perdre entre les chambres limites salubres puis la panique de ne pas savoir si moi ou toi ou nous ou les films, si un de nous quatre va survivre. Je pense que mon identité culturelle, elle est quasiment au centre du bouillonnement de mes questionnements artistiques et citoyens. Mais mon identité, pas juste culturelle, mon identité de femme aussi. Avant tout, je suis féministe. Et ça, cet engagement féministe, moi, j'ai pas peur de dire que moi, l'art que j'ai fait, il est féministe et engagé dans le féminisme. Ça, jusqu'à preuve du contraire, et à moins que je change radicalement, je pense que ça sera toujours ça. Alors, mon identité culturelle vient aussi, bien, je dirais pas en deuxième, mais comme c'est une autre facette de ça. Puis dans l'intersection d'être une femme et immigrante et afrodescendante et latino-américaine, il y a aussi ça. Je suis pas juste une femme, je suis aussi une femme avec toutes ces autres parties-là. Donc les questions que je me pose par rapport à la société où j'habite ou au monde viennent de cette posture-là, de cet endroit-là où mon identité culturelle existe. Et, alors elle prend une place quand même très importante. De diverses façons. Parfois, c'est très intime, puis parfois, c'est plus politique. Et parfois, on dirait pas que c'est ça, mais c'est ça pareil. Par exemple, l'année passée, j'ai présenté à Québec en toutes lettres Les vieils hommes et la mer. C'est une adaptation du roman de Hemingway. Puis là, tu pourrais te dire quel rapport avec être une femme afrodescendante latino-américaine et Les vieils hommes et la mer. Bien, j'en ai trouvé. Et donc, c'est une relecture que j'ai proposée, évidemment. Donc, j'ai convoqué un groupe d'artistes pour faire cette lecture-là, des auteurs littéraires, la vidéo, la musique. Puis, au cœur, c'était l'œuvre d'Hemingway, évidemment. Mais c'était la remise en question de cette œuvre-là aussi. C'est quoi les biais qui sont évidents dans ce qu'Hemingway a fait? C'est un classique, mais pourquoi est-ce que c'est un classique? Qui est cet homme-là? Finalement, Hemingway, c'est un homme blanc dont son œuvre principale est sur la vie d'un pêcheur cubain pauvre, qui est resté pauvre toute sa vie. Lui est devenu riche et fameux. Alors, cette posture-là, ces regards-là, on l'a mis... On a aussi parlé de ça quand on a fait notre spectacle littéraire, c'est-à-dire qu'on a mis en valeur l'œuvre d'Hemingway. Oui, évidemment, c'est le cœur, mais on a aussi écrit des textes qui portaient sur ces regards-là, de OK, là, l'œuvre est telle que telle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Puis ça, tu vois, je pense que si quelqu'un d'autre avait chapeauté cette relecture-là, peut-être qu'il n'aurait pas... qu'il ne serait pas allé de ce côté-là de la chose que moi, je suis allée. Fait que, tu vois, même si l'œuvre qu'on a créée en soi ne portait pas sur mon identité à moi, je pense que du regard que je porte du monde envers les choses autour de moi, ça l'a teinté cette relecture d'Hemingway. Mais quel poisson, quelle prise! Je me demande s'il a des plans, ou s'il est aussi désespéré que moi. Il avait choisi de rester loin au large, loin des pièges, des tricheries. J'ai choisi de venir le trouver. Maintenant, nous sommes seuls, sans aide, loin de tout. Moi, personnellement, je suis convaincue que l'œuvre, la démarche d'un artiste est située dans la société dans laquelle elle s'inscrit. Parce qu'elle signifie quelque chose pour les gens autour de cet artiste-là. Je pense que si j'étais restée en Amérique latine et que j'avais réussi à être artiste parce que c'était une lutte, c'est pas quelque chose que j'ai pu faire en Colombie. Et, par exemple, je pense pas que mon œuvre parlerait d'immigration. Je pense pas que je parlerais de déracinement. Je pense probablement que, évidemment, je continuerai à parler de ma perspective des femmes, qui est aussi une perspective différente de celle d'hommes ou des personnes non-binaires et des personnes afrodescendantes, parce qu'en Colombie aussi, il y a ces regards-là particuliers par rapport aux personnes noires, aux communautés noires, à l'héritage, en tout cas, de l'afrodescendance. Mais je pense que, par exemple, l'effet d'être latino-américaine, ça serait pas tant a thing pour moi, parce que je serais dans mon contexte. Je pense que j'ai compris aussi c'était quoi être latino-américaine en étant ici. C'est un peu, évidemment, en comprenant
qu'est-ce que je partageais avec les autres, puis qu'est-ce que je ne partageais pas. J'ai compris c'était quoi ma culture latino-américaine. Mais du fait d'être ici, donc ça fait en sorte que je me penche sur tous ces aspects-là, puisque je suis ici. Puis si je retournais, mettons, vivre en Colombie à la fin de ma vie, je me pencherais probablement sur des choses comme les retours. Parce que finalement, comme artiste, on part aussi de notre vécu. Donc évidemment, les vécus où tu es situé, ça change tout de ce que tu vas dire ou sur quoi tu veux travailler. On ne nous voit pas comme un berceau éternel, un voyage paisible. Chaque instant se répète un devenir, oublié, retrouvé, effacé, recherché. On a toujours un rapport avec les pays d'origine, mais aussi avec les pays d'accueil. Puis les deux font partie de l'identité, notre identité culturelle. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les conçois, puis c'est comme ça que je les vois. Puis c'est pour ça que mes projets sont toujours en dialogue. C'est-à-dire que il y a souvent, par exemple, je suis allée à Montréal voir quelque chose cette année. Puis souvent, dans les communautés, on veut faire des projets pour être fiers de nos communautés puis de nos cultures. Puis parfois, c'est un peu hermétique. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je m'insère au sein d'une société où il y a plusieurs cultures et où je sais que la mienne, celle de mon héritage culturel d'où je suis née, est minoritaire. Alors moi, je veux être en dialogue avec la culture majoritaire. Je veux pas être en chicane, là. Ça n'a aucun sens. Puis je l'aime, cette culture-là aussi. Puis j'appartiens aussi. Il y a beaucoup de choses de la culture québécoise qui sont en moi. Puis si je l'ai choisi, le Québec. Les Français, par exemple, même si j'ai un accent, moi, le français, c'est ma langue, là, comme... On ne vient pas me dire qui n'est pas ma langue, là, comme... C'est pas ma langue maternelle, mais c'est ma langue. Puis moi, quand je vais à Toronto, qu'on me dit en français ou en anglais, je dis en français, s'il vous plaît. Fait que tout ça fait partie de mon identité. Puis on revient à la question de la perspective. Donc, ça fait une perspective quand même avec plein de choses, là. C'est juste une affaire. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette petite personne-là, là. L'art et la culture occupent une place centrale dans l'identité québécoise, unissant des individus issus de multiples origines culturelles. À travers la musique, la littérature, le théâtre et les arts visuels, le Québec façonne une identité collective unique, où la diversité des influences enrichit le paysage créatif. Chaque communauté, tout en préservant ses racines, contribue à une culture vivante et plurielle qui reflète l'ouverture et la richesse de la société québécoise. L'art devient ici un vecteur d'intégration, de partage et de célébration de la diversité, forgeant un Québec inclusif où chaque voix a sa place dans la construction d'une identité commune. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt pour d'autres questions de culture.